Moi, je suis Isabelle Degrange et je travaille donc à la Bibliothèque nationale de France. Je coordonne la médiation numérique de Gallica. Et le sujet de l'atelier aujourd'hui, on va évidemment revenir un tout petit peu sur ce que c'est que Gallica et sur l'histoire de cette bibliothèque numérique, mais essentiellement, on va partir sur la trace des femmes de lettres dans Gallica. Donc voilà, moi, parce que la première chose que je voulais vous expliquer, c'est pourquoi cet atelier sur la trace des femmes de lettres fait par moi, Isabelle Degrange, qui travaille sur la médiation numérique de Gallica et qui ne suis pas linguiste, qui ne fait pas d'histoire littéraire, ça n'est pas mon secteur, même si j'ai été amenée à m'y intéresser justement dans ce cadre-là. Et je pense que c'est intéressant de vous expliquer un peu les réflexions, la démarche qui nous a conduit dans l'équipe Gallica à nous pencher sur la question. Surtout dans le cadre de rencontres numériques, puisque justement, le point de départ de tout ça, il est venu finalement de réactions sur les réseaux sociaux. À des moments où on partageait des ressources pour valoriser ce qu'on trouve dans Gallica, des e-pubs notamment, des livres numériques qu'on peut télécharger dans Gallica, en lien avec les programmes scolaires, des vidéos de conférences à la BNF, régulièrement, sur les réseaux sociaux, des usagers nous ont signalé qu'ils trouvaient que ça manquait singulièrement de femmes. Et c'était une remontée extrêmement intéressante parce qu'en effet, on s'est rendu compte que malgré tout, quand on regardait ce qu'on proposait du côté des auteurs, des musiciens, des artistes, etc., il y avait une surreprésentation masculine manifeste. Donc, ça a commencé à nous travailler et on a commencé à penser notre médiation différemment et vous allez en voir un peu les traces. Et puis, un autre aspect qu'on va aborder aujourd'hui, qui lui aussi est venu des réseaux sociaux, qui ne vient pas vraiment du même courant, mais c'est qu'à chaque fois qu'on évoquait l'histoire d'une femme, quels que soient les termes qu'on employait pour la désigner, qu'on dise femme de lettres, autrice, ou auteur, on avait des remarques sur le terme qui était employé. Et donc, en tant que usager de Gallica quotidien, une question intéressante nous a semblé d'aller regarder dans Gallica ce qu'on trouvait sur ces termes, autrice, écrivaine, etc. Donc, un petit préambule humoristique pour cette présentation. Je ne pense pas que cela écorchera les oreilles des personnes qui assistent à l'atelier, mais voilà le genre d'occurrence qu'on trouve plein Gallica, autrice, auteuresse, autrice avec un H, etc., qui sont de nature à faire sursauter bien des personnes aujourd'hui, à faire réagir bien des personnes. Eh bien, on y reviendra tout à l'heure. On en trouve bien la trace dans Gallica. Et c'est ça aussi qui nous a amené à nous intéresser à l'histoire des femmes dans la littérature et à l'histoire aussi des termes associés pour les désigner. Et pour ça, Gallica est un outil vraiment très précieux. Tout à l'heure, justement, l'une d'entre vous signalait que ses élèves aiment mener l'enquête dans Gallica. Oui, parce que d'une certaine manière, c'est vraiment une sorte de mémoire disponible pour tous en ligne, dans laquelle chacun peut aller se renseigner tout simplement sur l'ancienneté d'un terme, par exemple, ou l'existence d'une personne peu connue. Ça peut être des recherches généalogiques, par exemple, mais ça peut être aussi des recherches sur des artistes plus ou moins célèbres, pas forcément des gens connus. Donc, voilà un peu d'où est née la réflexion que je partage avec vous aujourd'hui. Et j'avoue, c'est une première, donc je suis très, très curieuse d'avoir vos retours et de discuter de ces questions avec vous parce que c'est presque une forme de travail en cours. Enfin, c'est une réflexion qu'on conduit depuis plusieurs années et qui s'enrichit d'année en année. Alors, un tout petit rappel historique sur ce qu'est Gallica, pas seulement historique d'ailleurs, mais même savoir ce qu'on y trouve et de quoi c'est constitué. D'abord, c'est une bibliothèque numérique en ligne, gratuite, sans besoin de connexion, donc un bien commun. C'est la bibliothèque numérique de la BNF, mais aussi de plus de 400 partenaires qui numérisent leurs fonds, qui les versent dans Gallica ou qui les signalent dans Gallica. Je vous donne tout de suite un exemple justement en lien
avec notre sujet, les fonds de la bibliothèque Marguerite Durand à Paris, qui est spécialisée justement dans l'histoire des femmes et du féminisme et l'histoire des genres, et qui a donc énormément de contenus qui nous intéressent sur ce sujet-là. Vous allez les trouver notamment via Gallica, et vous pouvez même conduire des recherches au sein de leur collection, parce que ça aussi, ça peut être tout à fait intéressant. Et puis, un petit rappel historique qui, vous le verrez, n'est pas du tout gratuit dans le sujet qui nous intéresse, sur l'histoire de Gallica. Gallica est née en 1997 avec au départ un projet modeste de bibliothèque de l'honnête homme en ligne, l'équivalent d'une bibliothèque, de ce que serait une bibliothèque de l'honnête homme ou l'honnête femme, mais qui comportait environ 5000 documents numérisés en mode image. Donc on pouvait feuilleter les livres, on avait vraiment l'équivalent de ce qu'on pourrait faire dans une bibliothèque, mais se repérer dans des rayonnages en quelque sorte, sauf que ce n'était pas d'ailleurs très rangé, mais via un moteur de recherche, et puis feuilleter, mais on ne pouvait pas faire les recherches plein texte ou dans le texte. C'est une possibilité qui a fait suite à l'apparition de l'OCR, la reconnaissance optique de caractère, qui permet vraiment maintenant d'aller fouiller au sein même dans les livres et d'aller fouiller des occurrences de noms propres ou de noms communs pour retrouver la trace de ce qui nous intéresse. Donc ça, c'est un changement énorme. Et puis surtout, un changement de volume considérable. Alors, je vous ai mis l'ouvrage de Jean-Noël Jeannet, qui était le président de la BNF quand Google a lancé son programme de numérisation de masse, Google Books, et quand Jean-Noël Jeannet a pointé l'importance que la puissance publique garde une forme d'autonomie sur la numérisation de son patrimoine, et a convaincu les pouvoirs publics d'investir de manière assez massive dans la numérisation. Ça a été le début d'un mouvement dit de numérisation de masse, et vous verrez pourquoi c'est très important. On n'a pas numérisé en faisant des sélections. On ne s'est pas dit à ce moment-là ce qu'on avait fait au début de la bibliothèque numérique. On se disait, c'est intéressant de numériser tel et tel auteur. Là, on s'est mis à numériser des cotes entières et des rayonnages entiers. Vous allez voir que ça a une incidence, puisque du coup, on a numérisé de manière plus neutre d'une certaine manière. Alors, il y a toujours des biais, puisqu'on ne numérise pas tout. Donc, on verra dans les petites enquêtes qu'on va mener qu'il faut garder à l'esprit que ça n'est qu'une partie de notre mémoire collective, mais quand même, on a aujourd'hui 8 millions de documents qui ont été numérisés de cette manière-là. La numérisation de masse est plutôt derrière nous, parce que, tout simplement pour des raisons financières, qu'on n'a pas plus forcément les moyens de porter ces volumes de numérisation. Mais en tout cas, on a à disposition ces 8 millions de documents, et ils nous permettent de porter un regard un peu neuf, débarrassé finalement. Moi, là, j'ai vraiment eu l'occasion de me rendre compte, quand on fouille dans les 8 millions de documents, si on compare à des sélections qui avaient été faites manuellement, on se rend compte que dès lors qu'il y a de la sélection, il y a potentiellement de la discrimination. Et ce qui est donc très intéressant dans le fait de la numérisation de masse, c'est que tout à coup, dès lors qu'on se plonge dans cette masse-là, on a une vision beaucoup plus différente, en tout cas, neutre, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, si, parce qu'il n'y a pas de subjectivité humaine derrière. Ensuite, il peut y avoir des lacunes dans la numérisation pour autant, mais quand même. Donc, vous verrez que c'est un sujet qui reviendra régulièrement au cours de cette présentation. Donc aujourd'hui, ce qu'on va essayer de découvrir, c'est à la fois les ressources qui ont été produites par nous, équipe de la BNF, ou par nos partenaires, pour faire gagner du temps aux utilisateurs et trouver plus facilement les femmes, les textes de femmes notamment, et on continue d'y travailler. Et puis, dans un deuxième temps, on va voir ensemble comment on peut conduire des recherches spécifiques en lien avec les femmes dans Gallica, pour partir soi-même sur leurs traces. Le but étant vraiment à la fois de faire connaître ces ressources aux élèves, mais aussi de leur faire prendre conscience de ce qu'ils peuvent trouver vraiment, ce qu'ils ont sous la main. De leur faire prendre conscience de l'immense liberté de recherche qu'ils ont sur les thématiques qui les intéressent.
et pas forcément l'histoire avec un grand H comme elle leur a toujours été racontée. Tout ce qui est petite histoire, micro-histoire ou histoire oubliée va pouvoir être retracé dans Gallica. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, avec les youtubeurs aujourd'hui, on est de plus en plus contacté par des youtubeurs ou des youtubeuses d'ailleurs, qui font des recherches sur des sujets très spécifiques qui les intéressent. Ça peut être aussi, c'est ça, des sujets de niche. Mais je pense, on en parlait tout à l'heure, les élèves aiment bien ce travail d'enquête et ils l'aiment aussi d'abord parce que c'est vrai qu'il y a le côté enquête, donc un petit côté Sherlock Holmes où on va tirer un fil et puis mener l'enquête sur un personnage et puis découvrir le quartier où il a habité. On va pouvoir élargir petit à petit son enquête, comme le ferait un généalogiste, plonger dans les éventuels écrits qui ont été laissés, etc. Donc il y a cette dimension enquête, mais il y a aussi cette espèce de liberté de porter un autre regard, et puis l'émerveillement de tout ce qu'on va trouver. Par exemple, en ce moment, sur un autre domaine, mais je trouve que le parallèle est intéressant, on retrace au jour le jour la commune de Paris à travers les documents de Gallica, dans lesquels on trouve à la fois des témoignages, notamment de femmes, d'ailleurs, beaucoup de témoignages de femmes sur la commune, parce qu'elles ont été nombreuses à y participer. Donc, on a leur texte numérisé et on a aussi énormément de gravures et même des photographies de certains épisodes de la commune, et on en a vraiment au jour le jour. Et c'est assez réjouissant, et on a eu des retours de ce type, qu'une histoire qui souvent n'est pas enseignée, n'est pas souvent échappe au programme scolaire. Et là, on a la possibilité d'aller la retracer tout simplement en faisant des recherches dans Gallica. Et le documentaire, la bande dessinée, puis le documentaire de Raphaël Messan, qui est disponible sur Arte, qui puise évidemment abondamment dans les documents de Gallica pour faire ce travail qui est magnifique, montre ça, qu'on peut, on est un petit peu plus maître de raconter des histoires qu'on aurait voulu peut-être qu'on nous raconte au préalable. Et donc, il y a cette marge de manœuvre. Je trouve qu'en tout cas, si des élèves peuvent la sentir, c'est intéressant pour eux. Et vous me direz ce que vous en pensez. Donc, au sein de ces 8 millions de documents, on va vraiment trouver tous les types de documents. Donc, cette petite diapo est là pour le rappeler. Vous trouvez dans Gallica des livres, des manuscrits, des cartes, des photographies, des estampes, de la presse, des enregistrements sonores, des partitions, des objets, notamment des monnaies, mais aussi des costumes, des masques, des consoles de jeux vidéo, et puis des vidéos, dont d'ailleurs une série en ce moment très intéressante de vidéastes femmes qui sont mises en avant par le département de l'audiovisuel et restaurées et numérisées par le département de l'audiovisuel, et qui montrent à quel point d'ailleurs la vidéo a été un outil pour les femmes pour s'emparer de l'image animée, peut-être plus propice que le cinéma parce qu'elles y avaient une indépendance beaucoup plus forte. Donc bon, vous verrez, il y a parmi nos billets de blog actuellement des choses sur ce sujet. 8 millions de documents, c'est une richesse, mais ça nécessite aussi, à un moment donné, d'être classé, rangé, pour tout simplement faciliter au public l'accès aux ressources. Donc, on a créé ce qu'on appelle les sélections de Gallica, qui sont classées en 4 catégories. Vous avez un index alphabétique, et sinon 3 catégories par type de document, ce qu'on vient d'évoquer, par thématique, dont l'histoire, la généalogie, la littérature, qu'on va voir tout de suite, et par ère géographique. Dans cet accès, il y en a certains qu'on a construits en ayant bien à l'esprit ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de se rendre compte que peut-être il fallait pousser un peu la visibilité des documents relatifs aux femmes, parce que par défaut, sinon, elles étaient tout simplement invisibles. Donc, ça prend la forme de... c'est un travail qu'on mène un peu dans l'ensemble de nos sélections progressivement, par exemple sur la presse, d'avoir une page dédiée à la presse féministe, et pas seulement, même si elle existe aussi à la presse féminine. Donc, voilà, on a ces sélections-là. Et puis,
peut-être un accès qui, en plus, pour le coup, a été pensé de manière totalement généraliste, les classiques de la littérature, qui va proposer un accès par ordre alphabétique d'auteurs, de A à Z, tout simple, pour trouver rapidement les auteurs les plus importants de la littérature française, et un accès par période avec un accès par siècle à ces mêmes classiques. Et bien justement, quand on a construit ces pages, bien sûr, il y a un parti pris qui s'exprime derrière. Et ça, donc, on en avait bien conscience. Donc, nous, on a souhaité avoir justement pousser davantage qu'on ne le faisait jusqu'à présent, la visibilité des femmes, tout simplement parce qu'on se rendait compte que si par défaut on reprenait une histoire littéraire et qu'on faisait l'équivalent en ligne, il n'y aurait quasiment pas de femmes. Donc, on a eu un parti pris qui pourrait presque être qualifié de discrimination positive, si l'on veut, mais qu'on assume complètement, c'est qu'à partir des fichiers qu'on avait, qui avaient été réalisés donc, par des bibliothécaires et qui rassemblaient les principaux auteurs, ils avaient établi un ordre d'importance sur les auteurs et autrices. Et donc, ce qu'on a fait, puisqu'on ne pouvait pas mettre tout le monde, c'est qu'on a pris les principaux auteurs, qui sont déjà très nombreux, et pour les femmes, on les a toutes retenues. On est parti du principe que de toute façon, elles seraient en moindre nombre, et c'est bien ce qui s'est passé. Mais le résultat, c'est quand même qu'elles sont relativement visibles, et surtout, on en trouve quand même un certain nombre. Donc justement, tout à l'heure, vous évoquiez la possibilité de trouver d'autres femmes. Bon, vous verrez, la plupart sont très célèbres hein, quand même dans celles qui figurent ici, mais certaines sont un petit peu moins connues. Et bien sûr, cet accès est amené à s'enrichir au fil de nouvelles numérisations, mais aussi au fil des années, puisque chaque année, de nouveaux titres entrent dans le domaine public et seront donc ajoutés. On est aussi en train de travailler une sélection qui n'est pas encore en ligne, mais là, vous voyez les pages en préparation dans notre back-office, pardon, j'ai que cet anglicisme qui me vient. Mais on est en train, à partir justement de nos collections, toujours, de proposer un accès direct aux femmes de lettres, parce que justement, ça nous semblait intéressant et utile de pouvoir avoir cette approche. Et puis le numérique permet vraiment de décliner la même chose entre ça et ça. Évidemment, on réutilise exactement les mêmes données, simplement on propose un point d'accès qui est ce prisme sur les collections. Il y a une question, peut-être, j'entends un petit micro, et c'est peut-être quelqu'un qui veut me poser une question, vous n'hésitez pas. Hein. Non, c'était juste par rapport au tour d'écran. Je suis Vera Ashkar et là, je résous un problème de micro. J'ai voulu intervenir au... Voilà, donc bonjour à tout le monde. Est-ce que je me présente maintenant ou vous préférez que je le fasse après? Oh, mais allez-y, c'est très bien. Voilà, donc c'était juste pour vous dire que je suis dans un établissement du Liban, de la mission laïque française, le lycée Alphonse de Lamartine, et que j'ai en charge plusieurs niveaux, mais je m'étais intéressée à ce stage notamment parce qu'avec les changements d'œuvre l'année prochaine, on va devoir choisir des femmes auteurs, donc aussi pour la découverte aussi de la littérature féminine, comme les collègues qui se sont prononcés tout à l'heure. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Mais justement, oui, c'était un peu, c'est justement pour répondre à ce type de demande qu'on a créé ces pages, parce qu'on sait que cette demande existe. C'est aussi quand on voit, par exemple, des défis sur Twitter comme Je la lis, qui sont justement des initiatives qui nous semblent très intéressantes, de se dire, tiens, je vais me mettre à lire des femmes, et notamment des femmes du patrimoine. Et on s'était dit, oui, mais une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais c'est pas si facile d'aller trouver des textes. La contrainte serait la même pour des hommes, des textes qui restent tout aussi plaisants à lire aujourd'hui, qui ne comportent pas de passages, qui restent lisibles aujourd'hui et qu'on ait toujours envie de partager. Donc, alors c'est pas le cas là, on est beaucoup plus exhaustif sur cet accès-là, mais vous verrez, tout à l'heure, je vous parlerai du partenariat média qu'on a lancé avec Libération, justement, où là, c'est l'idée de proposer
tous les mois un conseil de lecture, vraiment de lecture patrimoniale, écrit donc d'un texte de femmes qui mérite, entre guillemets, enfin mérite de notre point de vue, qu'on a envie de partager en tout cas. Voilà. Et donc d'exprimer quelque chose de plus subjectif. Là, dans ces sélections, on essaye d'être, on ne sera pas exhaustif, mais on essaye d'être le plus complet possible par rapport à ce qu'on a numérisé. Et encore une fois, c'est donc un travail en cours. Et chose intéressante, je trouve, sur la question de l'invisibilisation des femmes, là aussi, on a eu l'occasion de se rendre compte que c'était, du caractère très concret de la chose, tout simplement pour mettre nos petites vignettes, comme vous les voyez là, pour chaque autrice. On s'est rendu compte que pour bon nombre d'entre elles, c'était très compliqué de trouver un portrait. Donc là, déjà, encore une fois, l'occasion de se rendre compte que, étrangement, elles étaient quand même tout simplement moins visibles que les hommes. Alors, toujours dans cet état d'esprit, on a travaillé résolument aussi des choses sur le blog Gallica. Donc, dans la médiation de Gallica, il y a plusieurs axes importants. On est très présent sur les réseaux sociaux. Il y a les sélections qu'on vient de voir qui sont vraiment les tiroirs de Gallica où on range nos collections. Et puis, il y a notre blog où on publie plusieurs billets tous les jours. On peut le faire parce qu'on a une super communauté de contributeurs qui sont des conservateurs en charge des collections, des partenaires. On a une vraie petite rédaction à part entière. Si chaque chargé de collection signe 2 billets par an, on a un rythme de publication considérable. Et donc, ça nous permet vraiment non seulement de mettre à disposition les documents, mais aussi parfois de montrer leur intérêt, d'attirer l'attention sur certains d'entre eux, et puis de développer certaines thématiques et de creuser des thématiques. Ça fait 3 ans, en gros, qu'on travaille sur le sujet des femmes, femmes de lettres anglaises, pionnières de l'aviation, pionnières de la médecine. On a travaillé plusieurs fois cette thématique. Et puis, cette année, la BNF a choisi d'accentuer encore les choses en demandant à tous les départements de travailler selon cet angle-là et de proposer toutes les semaines des billets sur leur fond à travers quelle femme avait, selon les collections, par exemple là on voit la carte de l'éclipse solaire du 1er avril 1764, une œuvre féminine, etc., d'aller à la recherche des femmes dans leur collection. Et on voit aussi une des vidéos dont je vous parlais tout à l'heure, Irlande, Terre promise, un film d'Hélène Chatelain, qui est très connue pour son apparition dans La Jetée, mais qui était en fait aussi une réalisatrice avant même d'être actrice, et que vous pouvez donc regarder dans Gallica. Et donc, chaque département s'est mis à travailler en ce sens. Et là, la richesse de ce qu'on voit émerger est colossale. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'en tout cas, sur le web, il n'y a pas forcément beaucoup d'informations sur ces femmes. Alors, c'est à la fois intéressant pour nous d'un point de vue stratégique, pour tout simplement faire connaître Gallica, les collections, et avoir des contenus qui alimentent le web et les moteurs de recherche. On n'aura pas beaucoup de concurrence pour le moment sur beaucoup des noms que vous voyez ici. Mais c'est surtout, je trouve surtout extrêmement intéressant de se rendre compte tout à coup que toutes ces informations-là, elles étaient là à disposition, mais que beaucoup de ces aspects nous sont très très peu connus. Donc c'est un continent d'exploration qui, en interne, en tout cas, génère énormément d'enthousiasme. On est donc nombreux à travailler ces questions et je pense qu'il y avait vraiment à la BNF la volonté de corriger aussi un passé qui était parfois, on le voit quand on regarde l'histoire des catalogues de la BNF, qui laissait peu de place aux femmes. On s'est rendu compte, par exemple, que jusqu'à assez tard, c'est une pratique qui a cessé certainement pas depuis plus de 10 ans, certaines femmes comme Mona Ozouf étaient désignées comme femmes de dans le catalogue, mais non pas comme femme à part entière, alors que Mona Ozouf, je pense, est plus célèbre que son mari. Mais voilà, c'était des pratiques de catalogage qui se traduisaient aussi dans les données, les métadonnées de la BNF. Donc ça, c'est des prises de conscience qui ont eu lieu, pareil. Est-ce que sur la numérisation, alors heureusement avec la numérisation de masse, on n'avait pas fait tellement de choix, mais de vérifier qu'il n'y avait pas eu trop de biais ou qu'il n'y avait pas trop de zones laissées dans l'ombre qui auraient échappé à la numérisation.
tout simplement parce que peut-être à l'époque, on s'intéressait moins à l'histoire des femmes. Donc, on s'y intéressait différemment. Donc là, j'ai mis un programme en cours de ce qui se publie sur le blog Gallica en lien avec les femmes. Vous verrez que ça n'a pas uniquement à voir avec les femmes de lettres, mais c'est quand même assez intéressant puisqu'on voit qu'il y a tous les domaines, en fait, tous les départements sont concernés, et évidemment tous les domaines, même l'industrie, évidemment, même le champagne, le vin, tous les domaines sont couverts, la psychanalyse, le journalisme, évidemment, la musique, etc. Donc, on va continuer à explorer ce programme et il est donc à suivre dans Gallica. J'en profite pour faire 2 focus sur Olympe de Gouges, puisqu'elle sera au programme de lettres l'année prochaine pour les premières, au programme du bac général. Le plus gros de nos publications se fait sur le blog Gallica, mais on a d'autres formats éditoriaux, dont les vidéos. Donc on avait fait il y a quelques années une série qui s'appelait Pionnière, dont une vidéo dont je vous ai mis le lien consacré à Olympe de Gouges, qui était vraiment conçue pour les scolaires, qui est lié à un billet de blog pour avoir le lien justement vers les ressources utilisées. Et la vidéo utilise des techniques simples d'animation que presque les élèves peuvent reprendre de leur côté avec des petits logiciels de montage. On découpe du document Gallica et puis on fabrique son animation. Donc c'était un peu l'idée qui nous guidait. Ensuite, ces vidéos coûtent quand même relativement cher à produire, donc on a trouvé un autre format qui nous permet de toucher plus de monde et qui est un peu qui s'appuie un peu sur le même modèle, qui est donc cette publication tous les mois dans Libération au sein d'une chronique qui s'appelle Fier de l'être, et où le parti pris, c'est vraiment de proposer une lecture, donc avec un livre qui est d'abord avec une qualité de numérisation optimale. On évite les premières, les très anciennes numérisations, parce qu'on vise un confort de lecture en ligne maximal. Si on a la version EPUB du texte, c'est encore mieux. Et on chronique à la manière d'une chronique littéraire, pour le coup, l'ouvrage, pour donner envie de le lire ou d'en savoir plus sur l'autrice en question. Donc ça, cette série, elle va avoir bientôt 1 an et on compte la poursuivre, toujours dans cette idée de, donc pas seulement mettre à disposition, mais aller un peu plus loin, peut-être générer des envies de lecture pour les lecteurs, en l'occurrence de Libération, ou pour les gallicanotes. Donc voilà pour ce qu'on propose pour le moment, et puis c'est amené à s'enrichir de notre côté d'un peu clé en main sur les femmes. Mais le sujet est tel qu'évidemment, cette valorisation, cette médiation, ça représente qu'un tout petit morceau de ce qu'on peut trouver dans Gallica. Et donc, tout ce qu'on fait de ce côté-là vise surtout à montrer des exemples de recherche dans Gallica que vous-même, vous pouvez conduire sur les sujets qui vous intéressent. Alors justement, on disait tout à l'heure, cette présentation, c'est aussi pour vous l'occasion peut-être de pouvoir mener plus facilement encore des recherches autonomes sur les femmes dans Gallica. Et il y a énormément de manières de chercher sur des sujets aussi vastes. Alors j'ai mis un premier exemple, là, qui est l'indexation sujet des documents, qui peut être tout à fait intéressante, surtout à utiliser comme rebond. Vous voyez là une liste de résultats après avoir tapé une recherche dans Gallica. Vous pouvez dérouler le petit point information détaillée et vous allez avoir des sujets qui vont être exprimés pour tout ce qui a été bien indexé, et vous pourrez relancer la recherche sur le même sujet dans Gallica. Ça, sur le sujet du féminisme notamment, ça donne parfois d'assez bons résultats, et en particulier le fonds de la bibliothèque Marguerite Durand dont je vous parlais tout à l'heure a été très bien indexé, donc on y trouve énormément de choses grâce à ces rebonds. Après, ça peut être intéressant aussi, là je vous mets un exemple de trouvaille depuis la recherche avancée, de faire des recherches très générales sur toute la notice. Mais par exemple ici sur les termes femmes engagées,
que j'aurais tendance, moi, à mettre entre guillemets. C'est une petite astuce de recherche, mais pour avoir moins de bruit, pour avoir des résultats plus propres, bah, vous trouverez, par exemple, cette série de conférences qui ont eu lieu à la BNF sur Manon Roland, Madeleine Pelletier, Flora Tristan, Hubertine Auclair. Donc là aussi, des ressources parfois inattendues, parce que ce n'est pas forcément ce pourquoi vous étiez, ce que vous étiez venu chercher. C'est quand même une constante de Gallica, c'est que très souvent, on vient chercher quelque chose. Ce qu'on cherche quand même à faire, c'est que vous le trouviez, mais que vous repartiez les bras chargés d'autres choses. Et c'est souvent comme ça que ça se passe quand on conduit une recherche dans Gallica. On reviendra sur des exemples précis sur ce qu'on peut faire de plus à travers la recherche avancée, qui est vraiment l'outil premier à utiliser dans Gallica pour ce type de recherche. La recherche simple sur 8 millions de documents donne beaucoup trop de résultats qui ne sont pas nécessairement pertinents. Alors là, je vous propose en fait une sorte de mode d'emploi et d'exemple sur ce qu'on peut faire pour aller chercher non seulement des pionnières et des femmes célèbres, mais aussi des femmes méconnues. J'ai pris l'exemple de ce portrait de Celica Lazewski, qui est un portrait finalement qui est assez connu en histoire de l'art parce qu'il sort des ateliers Nadar et qu'il a suscité beaucoup d'interrogations des historiens de l'art sur Celica Lazewski, qui était cette jeune femme représentée en costume d'écuyère sur la photographie, adoptée par un couple justement qui travaillait d'écuyers, qui travaillait dans un cirque et qui était d'origine polonaise. Et finalement, donc on a conduit, le département des arts du spectacle a conduit les recherches sur cette photographie et essayé d'en apprendre le plus possible sur cette personne. Et je vous laisserai découvrir le billet et vous verrez justement ce qui est intéressant, c'est de voir à la fois tout ce qu'on peut trouver comme information dans Gallica, ce qu'on ne peut pas trouver et aussi ce que le silence des archives raconte. Par exemple, ici, son costume est un costume d'écuyère, donc on peut donner l'idée, puisque sans doute elle avait été formée au dressage des chevaux par ses parents adoptifs, que peut-être elle assurait des numéros au même titre que ses parents adoptifs dans le même cirque. Or, les programmes qu'on trouve dans la presse, aucun ne la mentionne, aucun ne mentionne son nom. Donc, cette piste ne tient pas. Et donc, c'est aussi intéressant, je trouve, enfin moi, c'est ce que je trouve captivant, c'est aussi ce qu'on ne trouve pas nous donne aussi des enseignements. Et puis après, il y a toutes les archives qui ont disparu ou tout ce à quoi on n'aura jamais accès. Mais justement, ce cas-là est intéressant pour illustrer ça. Jusqu'où on peut aller enquêter sur quelqu'un et jusqu'où on peut trouver des exemples. Alors, pour ce faire, on a aussi travaillé avec une généalogiste, Sophie Boudarel, qui est donc coutumière de ce type d'enquête, qu'elle mène pour des particuliers, et qui a établi plusieurs petits modes d'emploi. Là, j'ai fait un petit résumé, notamment pour les femmes, parce que chercher une femme dans les archives ou dans Gallica, on ne va pas la chercher de la même manière. Il est possible qu'elle ait changé de nom, donc il faut la chercher sous 2 noms si elle s'est mariée, sous 2 noms possibles. Voilà, il y a ce type de possibilités, mais si elle a eu des enfants, peut-être que ça va être un moyen de la trouver aussi. Donc, elle a écrit, je vous ai mis les liens, des billets un peu plus spécifiques sur ces recherches un peu spécifiques. Mais quelques conseils importants. Pour une personne peu célèbre, dans la recherche avancée de Gallica, il vaut mieux rechercher en mode texte. Ce fameux OCR dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une personne peu célèbre a peu de chances d'être dans un titre de livre et dans un titre de chapitre de livre, bien sûr, elle va être plutôt citée au détour d'une phrase. Donc déjà, la recherche en mode texte, pour des élèves qui cherchent des infos sur une autrice peu connue, c'est un premier indice à leur suggérer. L'utilisation de la recherche par proximité, on va la voir juste après. La restriction des recherches par date ou le tri par date, qui est extrêmement précieux, évidemment, dès lors qu'on connaît la période qu'on étudie.
Et puis, certains petits viviers de ressources, comme le journal officiel, où on va trouver des décrets de naturalisation, des versements de pension, des choses comme ça. La presse, où vous allez peut-être trouver des choses dans les petites annonces, parfois les faits divers, les publicités. Et les annuaires de commerce, ça marche très très bien, où vous allez retrouver effectivement énormément aussi, pour peu que la personne ait eu une activité commerciale, énormément de traces. Je vous montre deux exemples. Alors, la recherche, donc au sein de la recherche avancée, la recherche par proximité, c'est un outil qui est très intéressant pour obtenir des résultats plus précis. Si, par exemple, je cherchais à la fois Olympe et Gouges, je risque d'avoir énormément de résultats qui n'ont pas forcément à voir avec Olympe de Gouges, parce qu'il se peut que j'ai dans une partie de mon volume ou de mon journal, par exemple, Olympe, et puis dans un tout autre article qui n'a rien à voir, le terme Gouges. Je vous donne un exemple qui n'a pas à voir avec les femmes, mais qui est parlant. À un moment donné où je faisais des recherches sur le mécène Rockefeller à Versailles, au château de Versailles, alors que c'est une recherche qui concerne l'immédiate après-guerre, tous mes résultats étaient pollués par le traité de Versailles. Dans la presse, j'avais quasiment partout le mot Versailles. Donc, ça m'était très difficile de trouver Versailles et Rockefeller, juste les résultats qui m'intéressent. Avec la recherche par proximité, c'est comme si vous preniez un compas et que vous traciez un cercle en disant, je veux que dans un cercle de 5 mots, ce que j'ai mis là, il y ait le terme Olympe et Gouges. Et je veux que, là, vous pouvez combiner des critères. Là, je voulais à la fois Olympe de Gouges et Manon Roland. Et vous voyez le résultat en dessous, où j'ai tout de suite l'extrait, où je vois bien qu'il est à la fois question d'Olympe de Gouges et de Manon Roland, et c'est bien au même endroit. Donc, cet outil, il simplifie beaucoup la recherche plein texte, et il permet de mieux orienter, je pense en particulier des élèves, et de moins décevoir, ou qui n'aient pas à dépouiller 400 résultats, parce que ce qu'un chercheur peut se permettre de faire dans le cadre d'une thèse, évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on va proposer simplement au cours d'un atelier. Donc, la recherche par proximité, vraiment, c'est un outil gain de temps assez intéressant. Et puis, je vous parlais tout à l'heure des astuces en lien avec la généalogie. On a justement retravaillé notre accès généalogie. Vous pouvez vraiment l'utiliser dans le cadre de recherche de ce type sur une femme en particulier, parce que vous allez trouver des accès un peu expliqués au journal officiel, par exemple, pour mieux s'orienter au sein du journal officiel. Vous allez trouver dans les fonds divers aussi des choses assez intéressantes. Il y a des choses sur vraiment parfois des terrains très spécifiques. Ça peut être les bagnards, avoir quelqu'un qui a eu, mais après tout, Louise Michel a été envoyée au bagne. Donc, il y a des choses sur les bagnards, des choses sur l'assistance publique, etc. Donc, tout ça, on a classé tout un tas de particularités qu'on retrouve assez fréquemment, finalement, dans l'histoire des familles en général. Et donc, ça fonctionne aussi pour nos recherches à nous. Pareil sur les métiers. Les métiers aussi, on a créé des pages spécifiques qui permettent de mieux s'orienter dans les fonds qu'on a et qui permettent là aussi de retrouver pas mal de traces et de mener pas mal d'enquêtes. Ça peut évidemment marcher d'ailleurs sur des généalogies d'élèves, même si évidemment je pense que c'est beaucoup plus intéressant de travailler sur des terrains plus neutres, par exemple à travers des femmes de lettres sur lesquelles on part sur les traces desquelles on part, puisque de toute façon il y a de fait une inégalité, qu'on soit sur le territoire français depuis longtemps ou non, de toute façon, il est finalement assez rare de pouvoir retrouver beaucoup de choses sur ses ancêtres dans Gallica. Donc, justement, moi, je trouve que cet accès généalogique, il est très intéressant à regarder de manière plus large pour d'autres usages. Et c'est pour ça que je l'ai fait figurer ici, parce que je trouve que ça vaut le coup de le connaître. On parlait justement, parmi vous, l'une d'entre vous tout à l'heure me disait qu'elle allait travailler justement à redécouvrir une autrice avec une classe. Justement, nous, sur le blog Gallica, on aime bien à la fois valoriser les documents numérisés, mais aussi
les usages qui en sont faits. Et notamment, on avait été amené, à l'occasion d'ailleurs d'une journée internationale des droits des femmes, le 8 mars 2018, à mettre en avant le travail réalisé par Françoise Cahen et Célia Guerrieri autour de Marianne Robert, qui est féministe au XVIIIe siècle, qui a écrit des romans de proto-science-fiction. Et justement, donc là, j'ai mis le lien dans le dossier que je vous ai envoyé, vous avez le lien vers le billet de blog qui explicite leur démarche, qui nous semblait vraiment intéressante à partager, voire à reproduire. Je vous ai mis ici quelques extraits. Peut-être une question? Vous n'hésitez pas à m'interrompre, hein. Dès que j'entends un petit murmure, je m'arrête pour vérifier. Pardon, c'était moi qui revenais dans la salle, pardon. Oh, non, mais ne vous excusez pas. De toute façon, les interruptions sont les bienvenues. Ça rythme beaucoup plus le propos. En tout cas, c'est passionnant. Je pense que c'est pour ça que personne ne vous interrompt. Merci. Donc là, justement, le travail de Célia Guerrieri et Françoise Cahen, que je ne vous remercierai jamais assez, parce qu'il est tout à fait passionnant. Célia Guerrieri expliquait qu'en fait, là encore, c'est une anecdote sur Twitter qui a attiré, enfin, c'est ce qui s'est passé sur Twitter qui a attiré son attention sur une femme. Donc, on a un petit fil rouge quand même Twitter sur toute cette intervention. Et donc, une Britannique qui lui dit « Mais oui, bien sûr, et d'autant qu'il y a Marianne Robert au XVIIIe siècle, et à quoi Célia Guerrieri répond qui ?» Et évidemment, elle n'a jamais entendu parler d'elle, et moi non plus, avant de réaliser cette interview. Et elle se rend compte, que si cette œuvre existe, qu'elle est numérisée dans Gallica, et donc elles partent avec leurs élèves sur les traces de cette autrice, sur les traces du texte, et elles conduisent un véritable travail de réédition avec les élèves. Donc, j'ai repris deux extraits que je trouvais intéressants, mais c'est d'abord cette prise de conscience de femmes importantes dans l'histoire de la littérature est complètement oubliée. Et puis, cette citation que j'aime beaucoup, justement, qui fait un peu écho à ce qu'on se disait en ouverture, c'est pour les élèves, une manière de jouer à la Belle au bois dormant et de sentir qu'ils réveillent des choses endormies. Mais ça, je pense que c'est vrai que c'est pour l'avoir pratiqué, c'est quelque chose d'extrêmement réjouissant et qui rend complètement actif face à cet héritage, face à ce patrimoine, c'est de se rendre compte, finalement c'est comme découvrir un trésor au grenier, c'est beaucoup plus, ou un trésor dans un jardin en creusant un trou. Évidemment, c'est beaucoup plus réjouissant de trouver un trésor monétaire dans la terre de son jardin que de le voir sous une vitrine, quoi. Et là, on est vraiment là-dedans. On est dans cette démarche et on est dans cet émerveillement-là. Alors, suite à ce travail initié avec leur classe, on avait proposé aux élèves de Françoise Cahen de faire des billets de blog à leur tour sur le blog Gallica, justement pour faire part de ce qu'ils avaient pu découvrir et dont ils étaient devenus plus experts que nous, finalement, en l'occurrence. Et donc, un des élèves, Mathéo R., dont on a donc préservé l'anonymat, a écrit un billet de blog pour Gallica sur cette autrice et sur ce livre qu'il a donc chroniqué. Et puis, il a créé d'ailleurs après son blog, son propre blog littéraire, puisque la démarche lui avait plu. Et puis, le même jour, l'ensemble des élèves étaient community managers d'un jour de Gallica, toujours pour la journée des droits des femmes, et donc avaient ressorti un certain nombre de ressources en lien avec ces sujets-là. Et je dois dire que c'était très, très plaisant de travailler de cette manière-là. Gallica aime toujours s'ouvrir aux Gallicanotes et se retrouver sur le terrain des documents avec sa communauté. Mais avec une communauté d'élèves, c'est encore plus satisfaisant, puisqu'on sait que peut-être ce réflexe de revenir voir ce qui se trouve dans Gallica sur tout un tas d'autres sujets, désormais, peut-être qu'ils l'auront et qu'ils ne seront pas intimidés aussi par l'outil, car c'est vrai que l'outil peut être intimidant. Je parlais de ce point de rencontre entre l'institution et les Gallicanotes. Il va même un peu au-delà, il s'élargit aussi à d'autres communautés, notamment Wikimedia et à travers Wikisource.
on a fait en sorte, parce que Wikisource part beaucoup de la numérisation dans Gallica pour corriger les OCR. Bonjour Delphine, je vois le message. Wikisource, donc à partir des OCR, propose des ateliers de correction auxquels d'ailleurs vous pouvez participer, les élèves aussi. Ça peut être vraiment, ça peut prendre, on en a fait un d'ailleurs avec Delphine Rognard. Une fois, c'est 1 heure de temps à corriger collectivement des textes, en l'occurrence de femmes. Et ce travail de correction, ensuite, il est compliqué à intégrer dans Gallica, parce qu'il y aurait un travail de vérification trop grand à opérer. Mais en revanche, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien mon curseur, mais en tout cas, le petit picto entouré de rose ici, W, vous signale et crée un lien vers le texte corrigé quand vous êtes dans Gallica, ce qui nous permet quand même d'utiliser le travail collaboratif ou de le signaler et que l'usager y ait accès. Oui, c'est un super atelier de correction et effectivement, c'est très facile, c'est très bien organisé par Philippe Gambette, en l'occurrence, qui est aussi à l'origine d'un projet, Georges le deuxième texte, qui visait à faire redécouvrir des textes de femmes et à ce qu'il y en ait davantage proposé dans les programmes scolaires. Donc, voilà en gros où on en est aujourd'hui et on discutera en fin de séance de tout ce qu'on pourrait faire de plus parce que je pense qu'on n'est qu'au tout début de ces réflexions autour de ce type de redécouverte, d'autres regards portés sur l'histoire. Et j'en viens maintenant à un autre type de recherche qu'on peut mener sur les femmes dans Gallica qui est absolument passionnant et qui va nous permettre de voir d'un peu plus près la recherche avancée et la recherche d'occurrence dans les textes, en plus sous l'égide d'Alain Reyes, qui est un Gallica, enfin qui a été surtout l'auteur exceptionnel du dictionnaire historique de la langue française, mais en plus, on a eu le plaisir de le rencontrer comme gallicanote parce que justement, il a beaucoup utilisé Gallica pour mettre à jour son dictionnaire historique de la langue française. Et donc, on va prendre modèle sur lui et on va aller opérer la démarche qu'il explicite dans la vidéo dont je vous ai mis le lien si vous voulez aller la regarder à l'issue de la présentation, où il nous explique qu'il travaille de cette manière-là. Il passait par la recherche avancée, il tapait donc en premier la recherche avancée, il faisait une recherche dans le texte, comme on l'a vu tout à l'heure, et par exemple, il cherchait le terme autrice, puisque on nous dit aujourd'hui que ce terme est un néologisme disgracieux, donc allons le vérifier dans Gallica. Donc, en pointois, vous voyez, j'ai mis autrice entre guillemets. Je vous invite vraiment à mettre les guillemets pour avoir des résultats précis. C'est vraiment le meilleur moyen d'avoir la recherche exacte. Et enfin, la date d'édition, croissante ou décroissante, selon les recherches que vous voulez faire, qui va vous permettre de classer tout simplement vos résultats dans l'ordre chronologique que vous souhaitez. Donc, les deux petites recommandations, c'est à la fois les guillemets pour avoir la recherche la plus exacte possible et le fait, ça si vous le faites avec des élèves, parce que c'est vraiment un atelier très facile à faire en classe, c'est très rigolo, de les prévenir. Là, vous voyez, un des liens derrière, en fait, c'est une erreur d'OCR et le vrai terme, mais on le voit, hein, puisqu'on a accès à l'original photographié, c'est avarice. Donc, dans la liste de résultats, après, il faudra faire le tri. Il y a des faux positifs, si je puis m'exprimer ainsi, mais voilà, il peut y avoir ce type de petites difficultés. Mais ensuite, on arrive aux documents eux-mêmes et on constate, vous constaterez avec moi, donc je vous ai mis tous les liens sur les occurrences qu'on trouve vraiment très très facilement. Je vous les ai mis dans le document parce que je trouve que c'est assez chouette, mais vous pourrez en trouver plein d'autres. Mais c'est assez chouette d'aller lire les textes qui sont derrière de certains des documents qu'on va voir ici. Bon, on constate que, en tout cas, le débat est assez ancien. Alors d'ailleurs, il est très antérieur à ça, mais là, n'oublions pas qu'on a accès à ce qu'on trouve facilement dans Gallica, de ce qui a été numérisé et ossérisé, puisque là, je suis dans une recherche plein texte. Donc, on a une part aveugle, hein, c'est que là, je ne vois pas tout non plus, mais en tout cas, je peux aller quand même me rendre compte qu'il y a des occurrences plus anciennes que celles qui étaient connues. Et c'est vraiment comme ça qu'Alain Rey mettait à jour son dictionnaire historique, sans prendre donc forcément tout
comme la première, ça n'est pas forcément la première occurrence. Mais en tout cas, en 1583, on en trouve une occurrence. On voit aussi ici, je vous ai mis un exemple assez savoureux sur Catherine Bernard, autrice oubliée. Le terme autrice qu'on a réutilisé en l'état sur le billet de blog qu'on lui a consacré, parce que vous le voyez ici, vous avez sous les yeux un registre des comptes de la Comédie Française et le terme employé est bien autrice. Donc c'est tout à fait intéressant à constater que c'était tout à fait dans l'usage en l'occurrence. Et ça, on sait vraiment faire monter les bretelles pour avoir osé écrire un terme aussi barbare sur un site institutionnel. Moi, ça m'amuse beaucoup parce que justement, en fait, les personnes ne prennent pas forcément la peine de lire le billet, mais s'insurgent en premier lieu et c'est tout à fait intéressant à observer. Parce que vous allez le voir, plus on creuse le sujet, plus on est surpris. Ici, donc, on a l'exemple d'un dictionnaire du 19e siècle de M. Becherel-Aîné. Je regarde en même temps les messages, où on voit justement les différentes occurrences du terme et les différents sens que ça a pu revêtir, notamment tout simplement vraiment plutôt le sens d'auteur, pas forcément de choses positives, enfin d'être à l'origine d'une chose. Et puis, on signale dans un deuxième temps, dans le Mercure de 1726, on trouve ce mot employé dans le sens de femme qui a composé un ouvrage d'esprit, etc. Donc, bon, on voit qu'en tout cas, ça existait. Ici, un autre exemple intéressant, le dictionnaire historique de la langue française, publié par l'Académie française au XIXe siècle, où là encore, on va découvrir, je trouve ça assez intéressant aussi, pendant tout le XVIe siècle et encore au commencement du XVIIe, on a dit autrice dans les divers sens en parlant d'une femme. Et un peu plus loin, cette forme n'a pas prévalu et l'on a préféré auteur. Voilà, mais pas plus d'arguments à ce stade. J'aime beaucoup le « on a préféré ». Vous allez voir pourquoi, parce que justement, quand on creuse, en tout cas ce qu'on trouve dans Gallica, il semble bien que ce soit l'Académie française qui ait préféré le terme auteur, mais pas forcément les femmes, en tout cas. On continue la revue de presse, si je puis dire. Alors celle-là, vous pouvez vraiment la faire très facilement, la reproduire chez vous et la faire avec des élèves. Je trouve, enfin, je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais je serais très curieuse de connaître leur réaction. Donc ici, là, alors il y a les deux premiers articles qui datent de 1905, où là, si on veut s'amuser à faire hurler un puriste, c'est encore mieux. On a carrément le terme autoresse ou auteuresse. Donc celui-ci, je n'ose pas encore le tweeter. Je pense que c'est une question de santé mentale si on ne veut pas se retrouver sous les foudres de trolls. Et l'article de l'Excelsior de février 1931, que je trouve vraiment très, très savoureux, qui se pose cette question terrible de la féminisation du terme auteur. Alors, je le partage avec vous parce que je trouve ça exceptionnel. L'élévation au grade de commandeur de la Légion d'honneur de la comtesse de Noailles a remis à l'ordre du jour ce difficile problème resté sans solution. Tous les écrivains à cette occasion ont employé les mots auteur, écrivain et même auteur-femme, puisqu'il n'existe pas de féminin au nom auteur. Alors, on va le voir tout à l'heure, c'est très, très amusant, parce qu'en plus, les historiens de la langue ont montré qu'en gros, au moment où on se pose ces questions terribles sur le féminin d'auteur, acteur et actrice se développent sans se poser tellement de questions. Donc, c'est à peu près au même moment qu'on arrive à féminiser acteur sans grande difficulté, mais sur auteur, ça coince. Et donc, vous avez pas mal de phrases savoureuses, et notamment, attendez, où est-ce que c'était ? Mais voilà, ce que je trouve intéressant, c'est de souligner à quel point la complexité, voilà, ce n'était pas une mince besogne de trouver un nom. Et voilà, enfin, je vous laisserai réagir à tout ça plus tard, mais je vous ai mis les liens pour que vous puissiez aller regarder les travaux. Alors, je vous le disais tout à l'heure, tout ce qu'on voit ici, c'est grâce à l'OCR. Donc, on sait qu'on ne voit pas tout. Et évidemment, si on travaille là-dessus, par exemple, avec des élèves,
ça va être très intéressant d'aller croiser des travaux scientifiques plus sérieux que la petite expérience à laquelle je viens de me livrer et qui vont nous aider à retourner faire des recherches plus approfondies dans Gallica. Je me suis appuyée en particulier sur des travaux d'Aurore Evin, qui a beaucoup travaillé sur le mot autrice, mais aussi sur ceux d'Eliane Viennot, qui montrent vraiment, enfin, dans ce qu'elle a pu écrire. Là, je vous ai mis des liens vers ce qu'on trouve en ligne, hein, mais, parce que c'est vrai que justement, ça permet facilement de faire des allers-retours vers Gallica, qui montre que c'est cette guerre entre les termes, cette guerre entre le terme auteur et autrice, elle démarre vraiment au XVIIe siècle et puis elle donne des pistes historiques qu'on peut en effet aller vérifier dans Gallica. On va le voir tout de suite. Une autre ressource que je trouve très intéressante à partager, parce qu'en plus il s'agit de l'émission de Jean-Noël Jeannet, donc le président de la BNF qui a lancé la numérisation de masse dont on parlait tout à l'heure, justement, enfin je pense que c'est pas un hasard s'il consacre cette émission entière à la féminisation des mots, parce que vraiment le numérique a été un moyen de se rendre compte que ces termes existaient et qu'ils avaient une histoire très antérieure à ce qu'on veut bien en dire. Donc justement, là, on est en plein dans le cœur de ces rencontres numériques, mais justement, je pense que là, sans le numérique, on aurait peut-être eu beaucoup plus de mal à le prouver aussi facilement à quiconque veut bien se donner la peine d'aller regarder dans Gallica. Et donc, il a consacré 58 minutes d'émission que je vous recommande avec le linguiste Bernard Cerchilini, où il parle justement plus largement, pas seulement des termes en lien avec l'écriture, mais de toute la féminisation des mots de métier et de fonction. Et vous verrez justement à quel point le sujet est politique et le reflet de conflits politiques. Justement, j'ai voulu, une fois après avoir pris connaissance de ces ressources, retourner dans Gallica avec tout ce que j'avais pu entendre et retourner voir ce que j'avais pu trouver. Je vous mets une dernière ressource qui est intéressante aussi, c'est ce site internet de la Société internationale pour l'étude des femmes de l'Ancien Régime. Ils ont créé un dictionnaire de la guerre des mots, et donc pour chaque terme, vous avez cette historique aussi qui est proposée. Et il y a tout à fait moyen ensuite d'aller sourcer tout ça en partie dans Gallica. Tout n'est pas dans Gallica, mais on peut faire des recherches croisées. Donc je vous ai mis les ressources aussi qui me semblent intéressantes à croiser. Et puis oui, celle-ci qui est très intéressante aussi, qui est l'étude de Pierre-Carl Langlais, qui travaille beaucoup à partir des données de la BNF, et qui fouille et qui cherche à partir des données, et qui a essayé à partir de l'analyse du catalogue général de la BNF et d'une cote en particulier, d'essayer de comprendre si les femmes avaient disparu de la littérature en 1830. Alors, je vous laisserai regarder l'article. D'ailleurs, j'ai mis d'autres liens, parce qu'il y a d'autres chercheurs qui ont répondu pour essayer de voir si l'analyse de ces données était pertinente ou pas. Enfin, ça a généré des débats intéressants. De toute façon, c'est un prisme spécifique de faire des analyses de masse à partir du catalogue. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça modifie tout simplement notre regard sur les choses. Et juste cette manière de modifier notre regard sur l'histoire littéraire, après, il y a des intuitions qui sortent et il faut aller les vérifier et les croiser justement avec des historiens et historiennes de la littérature. Mais il y a vraiment des enseignements précieux à en sortir aussi. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis là. Et puis ensuite, donc, retourner voir un peu ce qui est exposé dans les textes plus théoriques que j'évoquais tout à l'heure dans Gallica, et notamment donc, sur ce conflit fort qui se marque dès le XVIIe siècle. Alors, on le trouve en effet de manière... on en retrouve sans problème la trace dans Gallica, si on va regarder par exemple les écrits de Marie de Gournay, avec ce texte, par exemple, « Égalité des hommes et des femmes », qui est adressé à la reine, et d'autres textes de Marie de Gournay où elle emploie et revendique le terme d'autrice pour elle-même et pour les femmes qui écrivent. Et la lettre, notamment la lettre que je vous ai mise ici, de Guès de Balzac, l'un des premiers membres de l'Académie française, où, alors là, je ne pouvais pas tout vous montrer, je ne peux pas tout vous lire, mais je vous invite vraiment à aller regarder de quelle manière il s'oppose à l'emploi du féminin et toutes les contradictions auxquelles il s'expose ce faisant. Donc il explique, notamment là c'est l'extrait que je vous ai mis,
qu'il accepte, il dirait plutôt qu'elle est philosophe et non pas philosophesse, mais je ne dirais pas sitôt qu'elle est rhétoricien que rhétoricienne, mais en revanche, il pense qu'elle est quand même traductrice de Virgile. Et lui-même le reconnaît, notre langue est encore vague, et dans les irrésolutions et les doutes. Donc, bon, je vous laisse découvrir le tout, parce que même cet extrait n'est pas révélateur de sa pensée, tant sa pensée est complexe ou alambiquée selon les interprétations. Mais toute la lettre est savoureuse. J'ai aussi choisi cet exemple dans l'ouvrage de Louis-Sébastien Mercier, Néologie ou vocabulaire de mots nouveaux, parce que revient sans cesse sur le tapis qu'on aurait du mal avec le terme Autriche parce que ce serait un néologisme. Donc déjà au XVIIIe siècle, ça n'est plus un néologisme, mais il figure quand même dans le dictionnaire des néologismes. Et aujourd'hui encore, on l'entend évoqué comme tel. D'où la présence de cette occurrence, mais qui est intéressante. Enfin, c'est intéressant de l'avoir figuré déjà dans ce dictionnaire. Et puis, un autre texte qui est souvent cité dans les textes les textes scientifiques qui se sont penchés sur la question et qui en dit assez long sur ce débat en réalité et ce qu'il recouvre, c'est le texte de Sylvain Maréchal, projet de loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes. Donc, le projet est assez clair et assez ambitieux quand même, parce qu'il va assez loin dans l'interdit quand même. C'est pas seulement écrire qui est interdit aux femmes, c'est même lire. Et on voit, donc là c'est une vieille numérisation, donc elle est pas très belle, mais en revanche elle vaut son pesant d'or. La raison veut que chaque sexe soit à sa place et s'y tienne. Les choses vont mal quand les deux sexes empiètent l'un sur l'autre. La raison ne veut pas plus que la langue française qu'une femme soit auteur. Et en fait, le mérite de ce texte, si je puis dire, c'est qu'il est un des rares à ne pas tourner autour du pot et aller assez droit au but sur ce qui lui pose vraiment problème, c'est-à-dire non pas le terme, mais bien la fonction, le fait d'écrire. Et que quand même, c'est bien ça qui va être au cœur du débat et qui reste au cœur du débat. Je dirais qu'aujourd'hui, peut-être ça prend la forme de cette phrase qu'on entend souvent à propos de textes forts de femmes. Ce n'est peut-être pas de la grande littérature, mais voilà. Voilà, aujourd'hui, je pense que c'est la forme, en tout cas, que j'entends souvent ou que je lis souvent sous la plume des journalistes, et je m'interroge quand même parce que je ne la vois pas. Je ne vois pas formulée pour des textes d'hommes, même de témoignages ou même mineurs, entre guillemets, si tant est qu'ils le soient, en tout cas, qui peuvent être considérés comme tels. Et donc, ce qu'on a pu retracer là à travers les différents textes numérisés qui sont proposés ici, alors c'est une sélection, hein, bien sûr, et ça peut être enrichi. Au contraire, moi je suis preneuse d'occurrences, d'approfondir ce travail, bien évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est d'abord de voir que cette mise à jour de l'histoire de ce mot au féminin, elle a été facilitée par la numérisation. Et qu'est-ce qu'on découvre, en tout cas, qui vient contredire un certain nombre d'arguments contre la féminisation du mot qu'on entend encore aujourd'hui? Ce n'est pas un néologisme, mais plutôt le reflet d'une histoire assez longue et passionnante, et une histoire de lutte. L'emploi péjoratif du terme, on ne l'a pas tellement vu, on va le trouver par exemple chez Molière, etc., cette moquerie à l'égard des femmes qui se mêlent de littérature, mais finalement il y a peu d'occurrences où cet emploi est péjoratif. Il n'y a pas non plus d'emploi vraiment à connotation essentialiste, une littérature dite féminine, puisqu'il est en fait plutôt utilisé par les pionnières dans les domaines en question, par les pionnières elles-mêmes. Femmes de théâtre, journalistes, etc. C'est elles qui, quand on trouve le terme, revendiquent cet usage. Ensuite, on peut constater aussi, avec les historiennes qui se sont penchées sur la question, que les termes reviennent dans le débat public à chaque période où reviennent des revendications de femmes et des avancées dans l'égalité des sexes. Donc ça aussi, je trouve que c'est intéressant. Et enfin, le dernier point qu'on voyait avec Sylvain Maréchal, l'exclusion de la langue va souvent de pair avec l'exclusion des fonctions.
Et donc, je voulais conclure et surtout garder un petit temps. C'est bon, on a un peu plus de 15 minutes pour échanger avec vous sur ces questions, mais en recitant Alain Ray, qui justement, lui, avait d'ailleurs bien fait figurer le terme dans son dictionnaire, et qui nous rappelle que le bon usage de la langue ou la réappropriation d'une langue bien vivante, elle est possible quand on en connaît l'histoire. Et je pense que non seulement Gallica permet d'en connaître l'histoire, mais il permet non pas seulement de la recevoir, mais de pouvoir soi-même aller se faire sa propre opinion. Là, le petit exercice que je vous ai montré, c'est uniquement autour du terme autrice ou presque, mais bien sûr, il y aurait énormément d'autres termes, d'autres métiers, mais même il y a écrivaine, j'ai même pas encore, mais j'espère pouvoir le faire, conduit ses recherches de manière systématique sur toutes les formes féminines qu'on a pu voir jusqu'alors. Et puis, bon, bien sûr, il y a des chercheurs et des chercheuses qui se penchent sur ces questions et à qui je laisserai faire leur métier. Moi, mon approche, elle est plus celle de la médiatrice dans Gallica, qui considère vraiment Gallica comme une espèce de mémoire collective et partagée dans laquelle tout un chacun peut aller ensuite porter son propre regard. Donc voilà pour la partie présentation que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui. Et puis maintenant, je vous laisse la parole, d'abord pour voir un peu de quelle manière cette présentation peut vous être utile, si vous avez envie de vous en emparer avec des élèves, ou qu'est-ce que Gallica pourrait proposer, même dans les ressources clés en main qu'on voyait au début, qui vous semblerait pertinent pour approfondir ces questions. Tu as évoqué des travaux avec des élèves. Est-ce que tu veux bien nous citer d'autres expériences avec des classes que Gallica a pu organiser pour donner des idées aux collègues peut-être qui sont présents? On va faire du féminin majoritaire ici. Qu'est-ce qu'on a alors comme opération avec les classes? Ce qu'on a fait, par exemple, avec les élèves de Françoise Cahen et Célia Guerrieri, on ne l'a pas refait pour le moment. Ensuite, mais aussi pour une raison toute simple, c'est qu'il y a un service aussi à la BNF qui s'occupe vraiment, le service de l'AC, qui s'occupe vraiment des actions pédagogiques avec les classes. Et nous, finalement, on partage des réalisations. Par exemple, voilà un autre exemple qu'on avait partagé sur le blog Gallica, c'était ce qui avait été fait autour de la numérisation des essais de Montaigne, parce que donc on en a fait une vidéo et un billet de blog grâce à un retour d'expérience d'enseignante d'ailleurs, qui montrait comment elle utilisait la numérisation en très haute qualité des essais de Montaigne, où on voit qu'il a écrit les choses en plusieurs temps, donc sur une édition qu'il a enrichie avec des annotations manuscrites, et qu'on voit notamment le « parce que c'était lui, parce que c'était moi » écrit avec 2 encres différentes, et que ça, c'est visible vraiment sur le document original, et c'est assez chouette de pouvoir aller le consulter en ligne directement. Donc, en fait, souvent à l'occasion du plan national de formation qu'a lieu à la BNF chaque année, etc., c'est par des retours d'expérience d'enseignants qu'on peut proposer de partager ces expérimentations. Mais c'est vrai qu'on ne les initie pas, en fait, on s'en fait plutôt l'écho. Et puis, bon, ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est de rassembler des ressources pertinentes pour nos publics, dont les publics scolaires, donc notamment le travail qui avait été fait grâce à la direction du numérique pour l'éducation autour des EPUB de Gallica, qui permet de retrouver facilement 150 EPUB numérisés dans Gallica en lien avec les programmes scolaires. Mais voilà, en fait, et dans le fond, on est demandeur de plus. C'est quels sont vos besoins auxquels nous, bibliothécaires, pourrions répondre facilement, finalement. L'accès sur les classiques de la littérature, on l'a vraiment aussi construit parce que pour nous, ça manquait complètement d'avoir une espèce de libre accès tout simple aux classiques. Et donc, finalement, il n'a été mis en ligne que cette année. Donc, ça a pris du temps, mais c'est sûr que, voilà, maintenant que c'est là, ça ne demande qu'à être enrichi. Et puis, ces thématiques, là, aujourd'hui, on travaillait sur les femmes, mais bien sûr, ça peut être plein d'autres
plein d'autres aspects auxquels on n'a pas forcément pensé. C'est vrai que ça fonctionne très bien avec tout ce qui a été ignoré par l'histoire officielle. Parce que ça a quelque chose de très enthousiasmant de travailler sur un terrain qui reste quand même entièrement à défricher, quoi. Voilà. Et que c'est rendu facile parce qu'il n'y a pas forcément besoin, dans un premier temps, pour un élève de descendre en salle de recherche et d'avoir une accréditation, etc. etc. Mais oui. Enfin, je ne veux pas monopoliser la parole. Hein, surtout, n'hésitez pas, mesdames, à prendre la parole. Mais j'avais quand même une petite question. C'est la Bibliothèque nationale de France. Est-ce que c'est la littérature française ou la littérature en langue française? Comme nos établissements sont à l'étranger par rapport à la France, est-ce qu'on peut trouver aussi des auteurs de langue française, femmes ou hommes à la rigueur, qui fassent aussi vivre la francophonie Oui, complètement. La règle de priorité de numérisation à la BNF, c'est la francophonie. C'est pas français. Et même, d'ailleurs, en fait, on numérise aussi quelques textes en langue étrangère et on numérise aussi des traductions, bien sûr. Donc, en réalité, on va trouver, par exemple, on a beaucoup de femmes de lettres anglaises, par exemple, auxquelles on avait consacré une série traduite dans Gallica. Mais sur la francophonie, oui, on trouve des choses. Il y a un Gallica marque blanche qui est un site fait avec du Gallica, mais aux couleurs du réseau francophone numérique qui s'appelle RFN, qui est la bibliothèque numérique du réseau francophone numérique qui a été faite avec nous. Et tout ce qui est numérisé dans cette bibliothèque numérique est aussi dans Gallica. C'est le principe de la coopération en marque blanche. C'est que une bibliothèque peut avoir sa propre bibliothèque numérique et dans le même temps, tout ce qui est numérisé rejoint Gallica pour que tout le monde puisse y avoir accès, quel que soit son point d'entrée. Et ensuite, justement, avoir un corpus dédié à la francophonie serait tout à fait envisageable, d'autant que je crois qu'un chargé de collection francophonie doit prendre son poste très prochainement à la BNF. Donc, le poste était vacant. Mais voilà, typiquement, c'est cette personne qui sera amenée à travailler là-dessus. Et je l'espère aussi dans Gallica. Mais en tout cas, les textes sont là. Mais c'est en effet le type d'approche qu'on pourrait choisir, par exemple, de travailler avec un réseau. Nous, on est toujours à la recherche de personnes avec qui co-construire ces contenus. Hein. Donc, parce qu'un exemple récent, on a construit un corpus dédié à la bande dessinée dans Gallica. On l'a fait avec un gallicanote qui a un blog de bande dessinée depuis des années et qui a vraiment apporté toute son expertise au corpus en tant que spécialiste, en tant qu'usager. Voilà, et le corpus a été salué par les plus éminents spécialistes, justement pour cette richesse-là, quoi. Il était à la fois porté par la BNF, la Cité de la bande dessinée à Angoulême et un usager expert. Et ça, on aime bien. C'est ce qu'il y a de plus, c'est ce qui permet d'avoir le résultat le plus satisfaisant, je pense, pour l'usager, quoi. Et donc, Estelle, vous disiez que les astuces pourraient peut-être permettre de travailler avec des collégiens, c'est ça, sur ces questions? Alors, oui, je viens d'allumer mon micro, mais comme il y a 4 enfants, ça risque d'être un peu bruyant autour de moi. Oui, en fait, avec des collégiens, faire une recherche sur Internet, c'est compliqué parce que déjà, ils ne savent pas forcément ce que c'est que le moteur de recherche par rapport au navigateur. Donc, moi, quand je travaille avec eux, je leur donne toujours un seul site et j'utilise beaucoup les expositions virtuelles de la BNF parce qu'ils sont sur un domaine précis, très riche. Il y a un seul endroit où ils peuvent chercher faire leurs recherches et trouver leurs informations. Et la recherche sur Gallica, c'est moi qui la faisais exclusivement. Et je trouvais que c'était vraiment compliqué, mais je ne connaissais pas du tout les astuces que vous avez présentées là. Donc, je vais les tester moi-même sur l'autrice que je suis en train de travailler avec eux. Donc, Léonie Donnet pour l'instant. Et puis, je vais voir ce que ça donne. Et si, avec les petites astuces que vous avez montrées, c'est un peu plus pertinent, voilà, si je trouve des choses, on essaiera de le faire
C'était vraiment intéressant, même pour des gens habitués à faire de la recherche comme moi. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Je pense qu'en plus, oui, ça vaut le coup de toujours tester ces recherches avant de les faire aux élèves parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être totalement inattendues quand on fait une recherche dans Gallica. Et en plus, ça change dans le temps puisqu'il y a tout le temps des nouvelles numérisations et tout. Donc, on peut vraiment facilement être dérouté par une recherche dans Gallica. Mais si on prépare, c'est vraiment comme un... C'est pas exactement comme un tour de magie parce qu'il n'y a rien de magique là-dedans. Mais c'est vrai que ça vaut le coup pour ne pas les décourager, parce que tout simplement, dans un travail de recherche, il y a toujours des moments de déception, des moments où on pense avoir trouvé le bon document, puis c'est pas le bon. Et puis, pour retrouver la lettre de Gaz de Balzac, ça m'a pris un petit moment, parce qu'il faut feuilleter ses volumes, aller dans les tables de matière pour trouver la lettre, etc. Bon, il y a des choses, la recherche en soi, ça prend du temps. Et comme ce qu'on veut faire, c'est donner envie d'y aller par soi-même, initier, etc. Oui, c'est vrai que ça vaut le coup de travailler le truc pour, en gros, leur proposer des recherches dont on sait qu'elles marchent très, très bien et qui vont pouvoir sentir devenir addict, accro, qui vont pouvoir sentir cette espèce de plaisir de la découverte. Vraiment, équipe qui travaillons on ne se lasse pas de ça dans nos recherches au quotidien. Et c'est vrai que l'idée de pouvoir faire expérimenter ça aux élèves et leur donner envie de réitérer l'expérience après, avec un peu plus de temps, un peu plus de temps libre, ils peuvent avoir pris quelques automatismes. Quel conseil donneriez-vous aux professeurs documentalistes de BCD, dites-moi, parce que je ne suis pas... Enfin, en tout cas, documentaliste, j'imagine, pour préparer des partenariats avec Gallica et les professeurs des écoles. CDI, école primaire, ok. Alors pour les écoles primaires, c'est vrai que je ne partirais peut-être pas sur... je ne les lancerai pas dans la recherche avancée de Gallica, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce que... On a des accès en littérature jeunesse, dans les sélections que je vous ai montrées. Il y a quand même des choses intéressantes qui ont été conçues pour pouvoir être explorées avec des élèves d'école primaire et même maternelle d'ailleurs, puisqu'on a des jouets à découper parfois très simples. En ce moment, sur la page d'accueil de Gallica, vous avez justement, on a fait un billet plutôt pour les plus jeunes, qui sont donc en ce moment à la maison pour tout ce qu'on a à disposition à leur proposer. Donc, on va avoir des jouets à découper, dont certains d'ailleurs demandent un certain niveau quand même, et d'autres sont très simples, des abécédaires, des contes qui ont été sélectionnés par le Centre national de la littérature jeunesse à la BNF, parce qu'ils restent tout à fait lisibles aujourd'hui, qui sont bien illustrés, qui sont bien numérisés, qu'il n'y a rien de monstrueux dedans, parce que parfois, évidemment, on numérise aussi d'anciens livres pour enfants qui seraient beaucoup moins, qui ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Et donc, on propose des ressources qui ont été vérifiées, quoi, pour le coup. Ou alors, on met des avertissements. Par exemple, le corpus des abécédaires, il est complet, mais vous avez dedans l'abécédaire du maréchal Pétain. Donc, on prévient que dans les abécédaires, il y a des contenus problématiques avec lesquels on ne va pas laisser l'enfant s'amuser tout l'après-midi. Ça, c'est sûr. Mais voilà. Et puis, on a les classiques de la littérature jeunesse, là encore, avec des vrais conseils de lecture pour les plus jeunes, s'ils veulent se lancer. Ensuite, on a toutes les applis de la BNF, donc Gallicadabra pour les lectures, justement, qui est une appli de lecture, Fabricabrac, qui est une appli de fabrication d'abécédaires, de cartes et de bestiaires à partir des documents numérisés. L'appli BDNF récemment, qui permet de fabriquer ces bandes dessinées, alors à partir ou non de Gallica, pour le coup. C'est-à-dire que vous allez avoir des corpus issus de Gallica qui ont été détourés pour être faciles à réutiliser, mais aussi des dessins contemporains et la possibilité d'importer vos propres images pour fabriquer des BD. Donc là, on est sur des terrains tout autres que ce qu'on a vu aujourd'hui. On est moins du côté de la recherche, des initiations à la recherche, mais peut-être que pour des primaires, c'est la meilleure initiation finalement.
avant de passer à la recherche avancée de Gallica, qui en effet, je pense, au collège peut commencer à être envisagée. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai montré la vidéo d'Alain Ray sur sa manière de chercher dans Gallica. Il fait un travail sur le mot pare-brise, où il montre que le pare-brise était un accessoire de mode avant d'être ce qu'on en connaît aujourd'hui dans les voitures. Ça, c'est une enquête qu'on peut faire reproduire à une classe au collège qui est assez rigolote, par exemple, et très, très facile à faire, hein, parce que vous l'avez vu, en 4 clics, vous avez votre première occurrence, elle arrive en tête. Si vous avez fait un tri par ordre chronologique, vous avez votre première occurrence au démarrage. Et quand Alain Ray vous a donné le tuyau avant, eh ben, vous ne pouvez pas manquer votre coup, quoi. Donc, voilà, ça, c'est le genre de choses qu'on peut imaginer. Ensuite, ce n'est pas forcément en partenariat avec nous, au sens où nous, on essaye de voir, par exemple, je me dis que cette présentation, j'en ferais bien un billet de blog avec tous ces liens cliquables pour que ça puisse constituer, d'abord, ça me permettrait de répondre à tous les trolls qui nous embêtent dès qu'on parle d'une femme, puisqu'on emploie toujours un terme qui ne leur convient pas. Donc, je pourrais les renvoyer à cet article. Et ensuite, je pense que ça peut servir aussi de support pour travailler en classe. Mais voilà, et après, ça peut être des échanges libres. Vous avez mon mail, par exemple, dans la présentation, avec moi ou un membre de mon équipe pour travailler un atelier. En gros, nous, ce qui va nous intéresser, c'est, si on le teste avec vous, c'est de pouvoir le documenter sur le blog Gallica pour que d'autres s'en servent à leur tour, quoi. Mais ça prend cette forme assez simple, assez informelle, la plupart du temps. Ah, super, vous avez testé la recherche par proximité, bah, tant mieux. Ouais, moi, je m'en sers beaucoup, elle est très, très pratique. Et puis, merci pour vos retours. Toutes ces ressources, bon, je peux si vous avez besoin en principe, je peux vous envoyer des liens, mais le billet de blog actuellement sur la page d'accueil de Gallica recense pas mal de choses déjà, pour les plus jeunes. En tout cas, je vous remercie beaucoup de vos retours. Et puis, j'espère que l'atelier vous aura intéressé. Et n'hésitez pas à nous recontacter pour des projets ou des recherches spécifiques. Par exemple, sur une autrice en particulier, je peux aussi vous mettre en contact avec mes collègues du département littérature et art. Elles sont très impliquées dans ces questions et elles seront ravies de vous répondre. Et de nourrir leurs propres recherches ce faisant.